Salut à tous et aujourd'hui on va voir pourquoi est-ce que Sébastien Loeb gagnait toutes ses courses dans Objective Grip. Aujourd'hui, d'ailleurs si vous voulez monter un volant, si vous voulez installer un tirant de chasse rotulé, savoir à quoi ça sert, etc. Tout ça est dans les vidéos précédentes, allez sur ma chaîne en bas, il n'y a pas de souci. Il y a deux raisons principales. Mais avant de voir ces raisons qui ont poussé Loeb à gagner toutes ses courses, je vous invite juste à vous abonner en bas, à cliquer sur cette cloche pour recevoir toutes les vidéos et pour rejoindre plusieurs milliers de passionnés d'automobile en France et même en Belgique, en Suisse, parce que j'ai des Belges, j'ai des Suisses, j'ai des Parisiens, j'ai des Sudistes, j'ai tout le monde, j'ai même des mecs de Bordeaux, des mecs de Lyon, donc voilà, en Europe globalement et bientôt aux US, vous inquiétez pas. Pourquoi est-ce que Sébastien Loeb gagnait toutes ses courses? Alors il y a deux raisons principales à ça, hormis le fait que bien sûr il était déterminé, il était perfectionniste. La première, c'est qu'il avait une super mémoire. En fait, il connaissait le tracé par cœur. En rallye, le copilote donc note tout le tracé de la spéciale. Donc Loeb se rappelait de la suite des virages et de la vitesse à laquelle il fallait passer chaque virage, parce que le copilote écrit aussi la vitesse à laquelle on suppose qu'on va pouvoir passer chaque virage. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est celui qui nous intéresse le plus. C'est en fait qui vous aimez se sentir en confiance dans la voiture. Vous voulez une voiture qui soit très prévisible, ok, très prédictible. Et en fait, c'est de cette notion-là qu'on va parler aujourd'hui dans Objective Grip. Il faut donc être à la fois rivé à la voiture, à la caisse, et que la caisse bien sûr soit rivée au sol, c'est le travail des ingénieurs, mais surtout être en confiance du coup dans la voiture, donc être bien maintenu au niveau du baquet, etc. Je ferai une vidéo là-dessus sur l'installation d'un baquet, sur comment ça doit être fait, sur le baquet en lui-même, etc. Et bien sûr, big up à vous les hirondelles, bien sûr, une fois qu'on est bien assis dans sa caisse, etc., qu'on est bien maintenu, qu'on a un bon volant à la bonne distance, comme je vous en ai parlé dans la vidéo sur le volant, ce qu'on va vouloir, c'est vraiment une caisse qui est prévisible, qui ne fait pas peur. Par exemple, dans sa victoire à Pikes Peak, il a pris la voiture et il est monté dans la voiture pour la première fois et il a dit voilà, il faut que cette voiture vraiment me ressemble, que je comprenne cette voiture, qu'elle ne me surprenne pas, parce que pour se lancer à la vitesse pareille et pour monter plus vite que tout le monde Pikes Peak, il faut bien sûr être en confiance, dans une confiance extrême pour gravir aussi vite. C'est quelque chose qui est souvent pas assez pris en compte et c'est vraiment quelque chose qui est primordial. C'est pour ça que je vous parle tant de l'équilibre de la voiture sur virage, sous virage. Il faut vraiment que la voiture ne fasse rien de spécial. Et je vois beaucoup trop de voitures, toutes les voitures que je regarde, toutes les voitures que j'essaye, etc. Elles ont souvent ce problème où elles sont un peu snappy, c'est-à-dire qu'elles vont décrocher d'un coup, soit de l'avant, soit de l'arrière, sans trop vous prévenir, etc. Alors il y a une grosse partie qui vient des pneus dont j'ai parlé dans la précédente vidéo, je peux en reparler un petit peu ici, mais voilà, selon le type de pneu, on va avoir une voiture qui est plus ou moins prévisible et qui va du coup vous prévenir quand elle va commencer à glisser, etc. Le Toyota 888 par exemple est un pneu excellent qui vous laisse glisser, le AR1 aussi, et on va avoir des pneus qui vont être beaucoup plus violents en fait quand ils vont décrocher. Je citerai pas de nom, mais voilà, ces deux pneus en tout cas sont les meilleurs que je recommande entre autres. Donc tous les réglages que je fais, etc., c'est vraiment dans ce but-là et je vous conseille vivement de faire des réglages dans ce but-là, d'avoir quelque chose qui est vraiment prévisible. Et je vous dis, c'est à tel point important que c'est vraiment la première chose qu'il fait quand il monte dans une voiture dans laquelle il va faire de la compétition ou même rouler de façon intense. Il veut vraiment être à l'aise dans la voiture, il veut vraiment la connaître, qu'il ne soit pas surpris en plein milieu d'un virage, voilà, parce qu'il n'a pas forcément envie de se tuer et surtout il n'a pas envie que la voiture commence à glisser, parce que dès qu'on glisse en grip, on n'est pas en drift, dès qu'on glisse, on perd du temps. En drift aussi, bien sûr, on veut une voiture qui est très prévisible. Alors le fait qu'une voiture soit prévisible, une première chose qui est importante, c'est en général la rigidité de la voiture, de la caisse en général, mais aussi des amortisseurs. Une voiture qui est floue au niveau des amortisseurs, voilà, elle va rebondir, elle va faire un peu le bateau et elle va partir d'un coup, on ne sait pas trop quand, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Pareil, une caisse avec des amortisseurs un peu mou, un peu flou. On ne sait pas trop le nombre de fois qu'elle va faire des oscillations, etc. Donc ça, c'est pareil, c'est pas du tout une bonne chose. Donc la rigidité globale de l'auto est vraiment importante. On a aussi les pneus. Pour la rigidité globale de l'auto, on peut mettre un arceau, on peut souder un petit peu la tôle, etc. Mais je conseille en tout cas surtout de rigidifier à la base les suspensions. Les barres anti-roulis qui sont aussi appelées des barres stabilisatrices, c'est pas pour rien, c'est parce que ça stabilise l'auto en général. Alors le problème, c'est que ça vient au détriment d'une chose, c'est le grip, l'adhérence maximale, donc la vitesse de passage en courbe. Ça fait décrocher le pneu qui a du grip au fur et à mesure que le pneu qui a moins de grip décroche en fait. Donc voilà, c'est un peu toutes ces choses-là, suspension, barre anti-roulis et raideur générale, donc
sous des détolls, sous des renforts, une barre anti-rapprochement à l'avant par exemple, un arceau, etc. D'ailleurs la barre anti-rapprochement, on me dit souvent qu'il y en a beaucoup qui la sentent, il y en a beaucoup qui la sentent pas, il y en a beaucoup qui se foutent de la gueule des gens qui la sentent ou qui la sentent pas, vice versa, quel est le vrai pilote, etc. Alors en fait la barre anti-roulis ça sert vraiment à ce que la voiture ne bouge pas et donc la rigidité comme je viens d'en parler, et en fait ça sert à ce que la voiture soit vraiment très prévisible. C'est-à-dire qu'on va passer d'une voiture en fait qui va être pas prévisible, qui va décrocher d'un coup ou quoi. Alors ça dépend de la voiture qu'on a à la base, forcément, hein. Plus la voiture est pourrie, plus on va le sentir. Et on va passer d'un truc comme ça, qui est un peu flou, à un truc qui est super rigide, qui est tout le temps pareil, qui est très constant. Ok, il y aura pas le volant qui va légèrement tourner, on sait pas trop pourquoi. Elle va pas décrocher d'un coup, elle va vraiment décrocher tout le temps à la même vitesse, dans le même virage, au même endroit. Elle va décrocher tout le temps de façon plus ou moins homogène et continue. Elle va pas décrocher vraiment d'un coup. Et voilà, c'est ça l'intérêt de rigide. C'est comme un kart, par exemple, si vous avez déjà conduit un kart. Si c'est pas déjà fait, je vous encourage vivement à le faire. Un kart, c'est relativement très rigide. Alors je dis relativement parce que ça fléchit quand même, parce que c'est pas une coque, c'est juste un châssis plat. Mais c'est relativement rigide et donc c'est très très prévisible un kart en fait. On est très très rarement surpris par un kart, qu'on en a déjà un petit peu fait bien sûr, mais vous verrez que au bout de 3-4 tours, on a un peu les mêmes choses qui se reproduisent en fait tout le temps et au même moment, aux mêmes endroits. Et ensuite, on a aussi des pneus slick et les pneus slick, bien sûr, ça aide, comme je vous ai dit, à vraiment avoir un caractère qui est très très prévisible. C'est pas un pneu Energy Saver par exemple, un pneu route dégueulasse. Donc voilà, la rigidité globale de la voiture. Donc autant le châssis en lui-même que les suspensions. Ensuite, il y a les pneus qui donc ont un bon caractère, un caractère de course en fait, qui nous permet d'être toujours sur le fil du rasoir et quand on le dépasse un petit peu, on peut revenir sans trop de soucis et on est prévenu avant qu'on décroche en fait. Donc c'est l'intérêt. Une autre chose qui permet d'être prévisible, c'est vraiment l'amortisseur au niveau donc du fluide. On veut un amortisseur assez rigide. Alors le problème, c'est que plus un amortisseur est rigide, donc au niveau de l'amortisseur et pas du ressort, hein, bien sûr, parce qu'avant je parlais du ressort. En expliquant sur l'amortisseur, ce qui va se passer en fait, c'est que plus on durcit un amortisseur et plus on va le durcir trop par rapport au ressort original, parce qu'en fait normalement ce qu'on fait c'est qu'on prend un ressort, on prend une raideur de ressort donnée et on met l'amortisseur qui correspond à ça. Mais si on durcit l'amortisseur trop par rapport au ressort à la base, on a un déséquilibre qui se crée. Mais l'intérêt, c'est qu'au feeling de la voiture, on va avoir un feeling qui est exceptionnel. C'est-à-dire qu'on va avoir un truc qui va se rapprocher un peu d'un kart, ok, qui va être vraiment très stable, qui va être vraiment très prévisible, parce que ça va se rapprocher d'un tube en fait à la place de l'amortisseur et du ressort. Et le problème, c'est qu'on va perdre beaucoup en grippe. Mais on va avoir quand même quelque chose qui est très très agréable à conduire entre guillemets. Ça dépend pour qui. Moi personnellement, je supporte pas du tout parce que c'est très prévisible, mais c'est pas agréable dans le sens où la voiture, elle absorbe rien. C'est pas forcément inconfortable, mais elle absorbe rien. Elle s'affaisse sur ses roues, etc. Et j'aime pas du tout. Mais voilà, faut connaître un petit peu quand même pour arriver à discerner les choses. Franchement, pareil, je vous encourage encore une fois à tester tout ça. Tout ce que je raconte. Et voilà, en tout cas, ça apporte un caractère qui est vraiment stable parce que les roues vont pas beaucoup bouger par rapport à la voiture et tout ça ne va faire qu'un en fait, et ça va faire une plateforme qui est extrêmement stable. Au moindre trou en fait, la voiture la roue va pas bouger. Si on va vraiment dans l'extrême, qu'il y ait un trou ou qu'il y ait une bosse, la roue bougera pas par rapport à la caisse. C'est toute la caisse qui va bouger et retomber au sol. Et voilà, c'est tout. Il y aura pas de retomber au sol et bouncer sur le sol, donc rebondir sur le sol. Comme vous pouvez le voir souvent, les voitures de course ne rebondissent absolument pas sur le sol quand elles lèvent des roues. Je vous mettrai une vidéo là, si je peux maintenant, d'une voiture qui prend un vibreur et qui s'envole un petit peu et qui retombe au sol. Vous verrez qu'elles ne rebondissent pas ou vraiment très très peu et qu'elles font très peu d'oscillations. Genre une demi-oscillation, une ou deux des fois oscillations, ça dépend. Mais en tout cas, elles ne rebondissent pas au sol pour 90 ou 99% des cas. Après, voilà, en course, il y en a une réglementation qui nous empêche quand même d'être aussi performant que ce qu'on voudrait, mais globalement c'est quand même le but, c'est qu'elles rebondissent pas et on y arrive très très souvent. Donc après les pneus et après la rigidité globale du châssis, après l'amortisseur en lui-même qui nous permet je dis bien en anglais on a ce terme overdump, c'est-à-dire qu'on on surdump l'amortisseur. Dump, c'est le fait de ralentir en fait les oscillations et même les annuler. Et du coup on surannule ces oscillations là. En fait on a un amortisseur qui est vraiment trop rigide, qui est trop taré en fait, qui est taré beaucoup trop ferme pour le ressort, avec un amortisseur qui est taré beaucoup trop fort pour le ressort. Par exemple un amortisseur pour des ressorts de 8 kg, on prend cet amortisseur là et on le met sur un ressort de 2 kg ou 4 kg. Voilà, on va vraiment avoir quelque chose qui va être trop rigide et qui va pas travailler en fait la suspension. Vous le voyez dans mes vidéos, elle travaille vachement en suspension.
donc cet amortisseur doit laisser le ressort travailler. Et ce qui va se passer là, c'est que la suspension va pas travailler. Si on met une vidéo d'un truc comme ça, d'un gros ressort sur un amortisseur de 2 kg, vous allez voir que la suspension ne travaillera pas. Elle va rester comme ça, quasiment comme un tube rigide, comme s'il n'y avait pas de ressort. Et voilà. Et la stabilité, finalement, pour un dernier point, ça passe aussi sur l'équilibre en fait de la voiture. Une voiture qui est très sous-vireuse, c'est extrêmement stable, mais ça ne nous met pas en confiance malgré tout. Parce qu'il faut la stabilité, mais la confiance. Et pour avoir la confiance, une hirondelle. Pour avoir la confiance, c'est bien d'avoir un peu de stabilité, mais pas trop. Une voiture qui est donc très sous-vireuse, c'est très stable, mais ça ne nous met pas trop en confiance. Par contre, une voiture qui est très survireuse, c'est encore pire. On a vraiment peur, on n'ose pas la pousser dans ses retranchements. Même en jeu vidéo, si vous avez déjà essayé dans un jeu vidéo les voitures qui survirent d'un coup comme ça sur un freinage, quand on rentre dans le virage, etc. On n'a pas envie de pousser la voiture au fond, on n'a pas envie de rentrer sur les freins, etc. Parce que on sait que ça va faire un tête à queue. Et sur la route, on n'a vraiment pas envie de faire ça. Donc, le survirage, c'est vraiment le summum. Il n'y a aucune stabilité, donc on n'est vraiment pas en confiance. Avec du sous-virage, on a beaucoup de stabilité, mais du coup, on n'est pas non plus tant en confiance que ça. Si on sait qu'on rentre un peu trop fort dans le virage, c'est fini, on va tout droit. Et du coup, cette confiance-là, elle passe par l'équilibre de l'automobile entre survirage et sous-virage. C'est-à-dire que quand on va tourner, la voiture va tourner volontairement. Elle va vouloir d'elle-même tourner. Okay, il faut qu'elle veuille d'elle-même tourner. Il faut qu'elle réponde au volant. Alors après, comme je l'ai dit, on conduit avec les pieds, bien sûr, mais il faut quand même que les impulsions du volant soient présentes. Gros sous-virage. C'est le cas avec la majorité des combini-filtrés du marché à cause des fréquences d'amortisseurs à l'avant qui sont beaucoup trop fortes par rapport aux fréquences d'amortisseurs de l'arrière. Ça, c'est très dommage, surtout sur les tractions. Du coup, moi, je modifie tout ça avec mes élèves là-dessus parce que c'est le problème majeur. Donc, on revoit ça ensemble. Et une fois qu'on a vu ça, là, on peut travailler sur la voiture. Donc voilà, on veut vraiment une voiture qui est équilibrée. Alors, en général, ça va quand même tendre légèrement vers le sous-virage, mais vraiment très léger. Parce qu'aucune voiture ne peut être vraiment à 100% équilibrée. Mais il y a des voitures qui sont à 80% sous-vireuses et des voitures qui sont que à 10% ou à 5% sous-vireuses. Et ça, c'est des vraies voitures de course. Et voilà. En fait, on veut que le train avant décroche juste avant que l'arrière décroche. On veut pas qu'il décroche 20 km/h avant. Ok? Parce que là, vraiment, on a beaucoup à perdre. On veut qu'il décroche 1, 2, 3, 4, 5 km/h avant. Ça dépend à quelle vitesse on est. Voilà. Si on a 200, on va dire, 5 à 10 km/h avant que l'arrière décroche à 200 km/h. Par contre, si on est à 90 km/h ou 50 km/h, qu'on tourne sur une épingle, par exemple à 50 km/h, on va vouloir que l'avant décroche 2-3 km/h avant, pas plus. Et encore 2-3, c'est limite trop. Parce que si l'arrière décroche à 50 km/h, c'est pas très grave. Voilà. À 100 km/h, on va dire 5. Voilà. 5 km/h décrochage avant à 100 km/h et 10 km/h de décrochage plutôt de l'avant à 200 km/h. C'est à peu près une moyenne. Très honnêtement, c'est les valeurs qu'on a en réel sur des bonnes voitures extrêmement performantes. Donc voilà, je vous encourage vraiment à essayer de travailler sur votre voiture ou à demander donc du coup des réglages à votre garagiste qui vous fait votre géométrie, de faire les réglages du coup qu'il faut au niveau de la géométrie pour avoir une voiture qui est le plus neutre possible et donc légèrement sous-vireuse. Voilà. Après, ça dépend aussi de votre puissance, mais en général, c'est mieux d'accélérer plus tard et d'avoir une voiture qui a un meilleur comportement plutôt que d'accélérer plus tôt avec une voiture qui a un mauvais comportement. Très honnêtement, je le vois tout le temps sur les coachings, c'est beaucoup plus facile à conduire. C'est plus simple de dire au gars, accélère un peu plus tard, tu verras, tu glisseras pas, que de lui dire, ok, tu rentres fort comme un âne sur les freins et ensuite, dès que tu touches la corde, tu mets plein gaz. Et le problème, c'est que si tu mets pas plein gaz, tu mets un peu moins plein gaz, sinon tu vas glisser. Et le problème, c'est que voilà, le mec qui met plein gaz, du coup, il rentre trop fort sur les freins, il commence à sous-virer. Ensuite, au moment de mettre gaz, il met gaz déjà, il est plus à la corde. Et au moment de mettre gaz, il part en drift parce qu'il met trop gaz en fait. Et la voiture autorise pas à mettre trop gaz, elle autorise à 80% gaz, lui met 90%. Donc c'est dur à gérer à ce niveau-là, surtout sur une caisse turbo. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais du coup, c'est beaucoup plus simple de lui dire simplement, écoute, tu freines et tu lâches les freins doucement quand tu rentres dans le virage, qu'on garde quand même un petit peu des freins, mais légèrement. Tu rentres dans le virage. Là, tu fais pas grand chose, tu laisses ton virage, vitesse constante, filet de gaz s'il faut vraiment filer. Ça c'est facile à faire, un filet. J'ai pas de problème, en tout cas sur mes élèves, ils comprennent de suite ce que c'est. Et ensuite, une fois que tu es sorti du virage, là tu mets gaz. Et ça c'est beaucoup plus facile à faire, facile à conduire. Et du coup c'est plus facile d'être efficace en faisant ça qu'en faisant la méthode d'avant. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est que
on rapproche du coup ces zones-là. La zone de freinage, on l'étend un petit peu vers l'avant et la zone d'accélération, on la rapproche de plus en plus et on accélère le plus tôt possible de plus en plus. Et on voit à un moment donné que ça bloque bien sûr. Et on fait des réglages ensuite pour rapprocher encore plus ces zones. Donc voilà, dans mon programme, c'est ce qu'on fait. Vous n'avez pas besoin d'avoir des connaissances en tout cas techniques là-dessus. L'idée, c'est que si vous voulez faire ça vous-même, vous faites ça vous-même. Et si vous voulez pas faire ça vous-même, vous arrivez, vous allez voir votre garagiste, vous dites tiens, je veux telle valeur de géométrie, tu m'installes telle pièce que j'ai achetée sur tel site, etc. Elles arrivent, vous arrivez avec le carton, il vous installe ça. Et puis vous avez une caisse du feu de Dieu pour aller rouler dessus directement sur circuit avec vos pneus. C'est pareil, vos pneus, vous dites je veux telle marque de pneus, je veux les Tower 888, je veux des Michelin, je sais pas quoi, même si je recommande pas. Et voilà, et c'est pas vous qui montez les pneus, c'est votre garagiste qui le fait. Donc là c'est pareil, c'est vraiment clé en main. Vous arrivez, vous dites je veux ça et basta, vous avez ça. En tout cas, je vous dis merci beaucoup pour tous les commentaires que j'ai sur la précédente vidéo. J'espère que cette vidéo là vous plaira tout autant, voire plus. Je mets beaucoup de cœur à l'ouvrage dans ces vidéos. Je pense que ça se voit. Et encore une fois, merci beaucoup. Cliquez en haut à droite pour récupérer votre vidéo gratuite sur les 3 améliorations à faire instantanément sur votre voiture. On en a un petit peu parlé là, mais il y a vraiment du contenu. Je vous explique vraiment tout ce qu'il faut faire. Encore une fois, c'est clé en main dans la vidéo. En haut à droite, c'est gratuit. Vous inscrivez juste votre mail et vous recevez du coup la vidéo par mail. Et enfin, j'ai un dernier truc à vous dire. C'est que quelqu'un qui avait une Porsche m'a contacté. Sauf que le problème, c'est que je ne sais pas qui c'est de manière anonyme. Donc, s'il te plaît, toi qui as une Porsche, un Boxster, une 986 de mémoire, envoie-moi un email, présente-toi et qu'on fasse un truc qui pourrait être très très sympa. Voilà, avec ta Porsche, bien sûr. Abonnez-vous, rejoignez la communauté. D'ailleurs, si vous voulez votre t-shirt, comme d'habitude, vous savez où il est, dans la boutique sur le site objectivegrip.com. Si y a la moindre question, écrivez-moi dans les commentaires. Moi, je vous dis à plus. Roulez bien. Bientôt la quarantaine qui est finie. Salut!